Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Jean-Benoît Gambet. J'ai créé une société qui s'appelle Moonshot. Vous voyez le petit logo là? Il y a à peu près 5 ans. Et nous, Moonshot, on fait du conseil et de la formation dans tout ce qui est finance durable. Donc, on travaille avec tout le secteur, financier français. Là, si vous voulez, hop, j'ai ma liste. Quelques-uns de nos clients, vous voyez, il y a des asset managers, des institutionnels. On travaille avec asset manager immobilier, private equity, côté, etc. Donc, il y a quelques mois, cet été, on a racheté une société qui s'appelle Top Finance. Et Top Finance, ils sont spécialistes et leaders de tout ce qui est la formation certifiante en finance. Donc, ils font passer des examens du CFA, du CAIA, du FRM et du CFA ESG. Et donc là, on s'est dit, ah ben tiens, ça serait peut-être pas mal parce que moi, on a souvent les questions, on me pose souvent la question, est-ce que je dois passer mon CFA ESG? À quoi ça ressemble les questions du CFA ESG? Et donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit webinaire comme ça pour vous montrer les questions. Donc, le webinaire, il y a 3 objectifs. Un, découvrir les questions du CFA-ESG. Deux, évaluer votre niveau. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas du tout commencé à travailler sur les CFA. Il y en a peut-être d'autres qui sont en train de le travailler, de le préparer. C'est pas grave, on fait les questions de l'examen, vous allez voir en fonction de votre préparation où vous en êtes. Et puis aussi intéressant de vous positionner par rapport aux autres. Alors ce que je vous invite, c'est prenez un papier et un crayon ou alors ouvrez une petite page sur votre ordinateur, je sais pas, une page Excel ou autre, parce qu'il va falloir que vous notiez au fur et à mesure les bonnes réponses, parce qu'à la fin, tout le monde va dire combien il a eu de bonnes réponses. D'accord? Donc, il va y avoir 35 questions au total. On a à peu près 50 minutes. Voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous allez donner vos scores, et comme ça, on va voir les scores de tout le monde. Et puis sinon, on y va. Ah oui, autre point important, euh, pour aller plus vite, nous avons traduit toutes les questions en français. Les questions de l'examen, elles sont bien en anglais. Mais là, on s'est dit, non, mais l'idée, c'est vraiment de voir les typologies de questions. Donc, on va tout traduire en français. Ce que je vous invite aussi, c'est de prendre votre téléphone, parce qu'en fait, vous allez voter au fur et à mesure et vous allez aussi voir les réponses des autres. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à scanner ce QR code et à taper le code 1917. Gardez bien votre téléphone allumé. Si jamais alors, si jamais vous le perdez, bah, vous me faites des signes, vous me le dites dans le chat et on va checker le chat et moi je pourrais vous le remettre de temps en temps. Mais là, du coup, vous pouvez déjà aller sur la page avec votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez taper menti.com. Je vous le note ici. Ceux qui n'ont pas de téléphone, ils vont sur menti.com et ils répondent. Voilà, et donc là, je vois quelques réponses qui arrivent. Menti.com. Et ensuite, pour chaque question, on va faire la même chose. C'est parfait. Et à la fin du questionnaire, à la fin de la session, il y aura un spécialiste de l'examen CFE-ESG qui va vous expliquer aussi, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce que, par exemple, là, je vois quelle est la différence entre le CFE-ESG et le CFA Climate Investing. Ce n'est pas du tout l'objet de ce webinaire-là. Ce webinaire, c'est juste pour se tester. Et ensuite, s'il y a des questions, on les verra soit plus tard, soit on pourra vous envoyer un email en reprenant toutes vos questions, etc. Alors, regardez comment ça va se passer. Est-ce que vous êtes content d'être là? Déjà, il n'y a personne qui n'est pas content, donc déjà, je suis très content. Et il y en a 13 qui auraient bien voulu faire, 14 maintenant, qui auraient bien voulu faire une pause déj plus longtemps. Allez, on y va, on commence. Vous allez voir, il y a des chapitres, il y a 9 chapitres dans le CFE-ESG, donc on va faire des questions de chacune des chapitres. Première question, on y va. Lorsque les externalités sont négatives, lequel des énoncés suivants est le plus exact? Les coûts sociétaux sont inférieurs aux coûts privés, les coûts sociétaux sont plus élevés que les coûts privés, ou alors les résultats du marché peuvent être efficients, ce qui entraîne des défaillances du marché. Donc là, vous voyez, je vous laisse réfléchir quelques secondes à chaque fois. Je vais mettre un petit timer, je ne sais pas si 20 secondes, ça vous suffit.
Si vous ne savez pas, vous répondez au pif. Je vous remets le QR code ou je vais mettre le QR code à côté. Alors, allez-y parce que tout le monde ne répond pas. Retapez bien le QR code. Tchac, il est là. Je remets la question. OK. Alors, lorsque les externalités sont négatives, lequel des énoncés suivants est le plus exact? Les coûts sociétaux sont inférieurs aux coûts privés, les coûts sociétaux sont supérieurs, sont plus élevés que les coûts privés, ou les résultats du marché peuvent être efficients. Eh bien, la réponse est la B, me semble-t-il. Tout à fait. Les externalités sont plus élevées. Donc, les externalités, c'est les effets négatifs qu'une société peut avoir sur l'environnement, le social, etc. Voilà. Il en résulte souvent des résultats inefficaces qui peuvent conduire à une défaillance du marché. L'objectif encore là, c'est pas vraiment de vous faire un cours sur qu'est-ce que sont les externalités négatives et pourquoi les autres ne sont pas bonnes, mais plutôt vraiment de voir l'ensemble des questions. OK? Alors, juste pour information, voilà, vous avez été quand même une grande majorité à bien répondre à la question et je vous en félicite. Deuxième question. Lequel des éléments suivants n'a pas été associé à un scandale lié à des questions environnementales? Et là, il y a BP, Volkswagen ou Enron. Hop, 20 secondes. Lequel des éléments suivants n'a pas été associé à un scandale lié à des questions environnementales? Allez, il vous reste 4 secondes. Je vous montre les réponses. Hop. Eh bien, effectivement, hein, c'était Enron. La bonne réponse, c'était la C. Euh, alors, bien qu'Enron soit une énergie du secteur de l'énergie, le scandale qui lui a été associé était lié à une fraude comptable et non à des questions environnementales. Question, alors là maintenant on change de chapitre, hein. On arrive à la troisième question, on est sur le marché de l'ESG, je vous mets, hop. Parmi les régions suivantes, laquelle détient le plus grand pourcentage d'investissements durables et responsables au début de l'année 2020? L'Europe, les États-Unis ou le Canada? 20 secondes. Alors, le jour de l'examen, vous avez à peu près 2 minutes, me semble-t-il, pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez, c'est beaucoup plus long qu'aujourd'hui, où moi, je vous donne que 20 secondes. Alors là, vous vous trompez. Vous vous trompez collectivement. J'ai 4 bonnes réponses pour le. Donc, ceux qui n'ont pas répondu encore, ils peuvent prendre la réponse qu'ils n'auraient pas choisie. Parce que, effectivement, c'est la B, la bonne réponse. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein. À l'horizon 2020, les marchés les plus importants sont les États-Unis, l'Europe, les États-Unis, suivi de l'Europe, suivi du Japon, suivi du Canada et suivi de l'Australie, Nouvelle-Zélande, dans cet ordre. Voilà. Le CFESG, c'est quand même un examen qui est fait par des Américains, et donc du coup, il y a quand même pas mal de questions au niveau au niveau des États-Unis. Et donc là, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par pourcentage d'investissement durable, mais la bonne question, si on vous la pose, c'est les États-Unis. Autre question. Dans quelle région la stratégie d'engagement des entreprises et d'action des actionnaires prédomine-t-elle? En Europe, aux États-Unis, au Canada ou au Japon? C'est-à-dire dans quelle région on fait le plus d'engagement? Est-ce que c'est l'Europe qui engage le plus les sociétés? Vous savez, l'engagement, c'est le fait d'aller dialoguer avec les entreprises pour faire passer ses idées et pour essayer de dire, bah non, mais toi, ta politique sur la gestion de l'eau, elle n'est pas très bonne, il faudrait l'améliorer, etc. Donc l'Europe, les États-Unis, et donc là, la réponse, là, je vous montre vos réponses avant de vous dire laquelle est la bonne. Donc vous avez dit 22A, 10B et 11C pour le Japon. Eh bien, c'était le Japon, figurez-vous. Je vérifie quand même, hein. Oui, c'est ça, le Japon. L'engagement des entreprises et l'action des actionnaires constituent la stratégie prédominante au Japon. L'intégration à ESG est également devenue populaire récemment. Voilà, donc les Japonais sont ceux qui font le plus d'engagement. Je continue les questions et bravo pour les 11 personnes qui avaient raison à celle-là.
Lequel des acteurs suivants n'entre pas dans la catégorie des promoteurs de fonds, de ceux qui commercialisent des fonds quelque part, en ce qui concerne les moteurs du marché de l'investissement responsable? Est-ce que ce sont les consultants en investissement et les conseillers en investissement de détail? Est-ce que ce sont les plateformes d'investissement ou est-ce que ce sont les fonds spéculatifs qui ne sont pas catégorisés dans des acteurs de promotion de fonds? Alors, vous allez voir, hein, dans le CFA, de temps en temps, il y a quand même certaines compétences à avoir au niveau financier. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un hedge fund ou si vous ne savez pas ce que c'est qu'une plateforme d'investissement. Donc, le CFA ESG, ce n'est pas que de l'ESG. Et là, vous avez raison. C'est-à-dire que effectivement, la bonne réponse, c'était les fonds spéculatifs, les hedge funds. Donc, en fait, là, l'idée, c'est de dire qui commercialise ces fonds ESG. Eh ben, ceux qui commercialisent, ce sont les consultants en investissement, les conseillers en investissement, et les plateformes en investissement. Mais les hedge funds, ils ne commercialisent pas. Les hedge funds, ce sont des produits. Eux peuvent avoir des fonds ESG, peut-être, mais ils ne commercialisent pas. OK, on continue. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, hein, euh, dites-le moi et on me le dira on me fera passer l'information. Alors, autre question. Selon l'enquête Morningstar menée auprès de 500 propriétaires d'actifs institutionnels en 2022, quel est le pourcentage de répondants qui ont indiqué que l'ESG est assez important à très important pour l'ensemble de leur portefeuille? 70, 85 ou 29? Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me taire pendant 20 secondes pour que vous puissiez vous concentrer. Alors là encore, malheureusement, mes amis, collectivement, vous n'avez pas la bonne réponse. La bonne réponse, je pense que c'est... Je vais quand même vérifier avant. Je pense que j'aurais dit B. Voilà, c'est B. Et regardez vos réponses. Une grande majorité de A, un petit peu de B et très peu de C. Voilà, donc bon, bah ça, en fait, c'est des questions type de l'examen. En fait, ils mettent des chiffres dedans. Et en fait, il faut juste connaître ce genre de choses. Il faut l'avoir lu. Si vous n'avez pas lu les bouquins du CFA, enfin, ou les PDF, hein, eh bien, franchement, c'est pratiquement impossible de savoir répondre à ce genre de questions. Allez, question suivante. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la fonction des bourses en tant que facilitatrice de l'investissement ESG? A. Les bourses, elles suggèrent à leurs membres les avantages de l'investissement ESG, ou alors les bourses, elles peuvent forcer les exigences de publication des données ESG pour les entreprises cotées, ou alors les bourses peuvent infliger des amendes aux entreprises qui ne s'engagent pas dans l'investissement ESG. 20 secondes. Je vous remets un petit peu le QR code pour ceux qui seraient perdus et ils peuvent encore le scanner. Sinon, ils vont sur menti.com, MENTI. Et alors, du coup, je vous montre vos réponses. Donc là, la bonne réponse, c'est la B, hein, je suppose. Elles peuvent renforcer les exigences de publication des données ESG. Voilà, exactement. Les bourses, en tant que facilitatrices de l'investissement responsable et encouragées par la SSEI, peuvent renforcer les exigences en matière de divulgation. Donc là, vous voyez que collectivement, eh bien, vous avez majoritairement répondu la B. C'est super. Allez, on continue. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit pour la question 3 à vérifier. Euh, mais je vérifierai et je vous le dirai. Sur quoi porte la norme IFRS S1, les exigences générales pour la publication d'informations financières relatives au développement durable? Est-ce que ça porte sur la publication de la performance financière globale? Est-ce que ça porte sur la publication des risques et opportunités liés au développement durable? Ou est-ce que ça porte sur la publication des risques et opportunités au climat? 20 secondes. IFRS S1.
à ne pas confondre avec la CSRD S1, ceux qui connaissent. Ok. Alors, moi, j'aurais dit la B. Oui, voilà. La publication des risques et opportunités liés au développement durable. L'IFRS S1 définit les exigences générales imposant aux entités de fournir des informations financières liées au développement durable concernant leurs risques et opportunités liés au développement durable. Et je ne sais pas si certains connaissent un petit peu la CSRD. Dans la CSRD, il y a aussi des grands enjeux, hein, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Et donc, il y a la CSRD, enfin, il y a le SRS S1 qui concerne le social et les effectifs de l'entreprise. Mais donc ça, c'est une loi européenne, donc bon, c'est peut-être un petit peu confusing. Et là, bravo, hein, la majorité d'entre vous avez bien répondu. Je continue dans la joie et la bonne humeur. Donc là, on arrive au chapitre 3. Et les chapitres 3, ça concerne tous les facteurs environnementaux. Moi, c'est un chapitre que j'aime particulièrement parce qu'on est vraiment dans le concret. Et donc, la première question, c'est quelle est l'augmentation estimée de la température à la surface du globe pour chaque tranche de 1000 gigatonnes émis par les activités humaines selon le GIEC? Donc, si je reformule, si collectivement nous émettons 1000 gigatonnes dans l'atmosphère, quel sera le lien sur la température? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de la température de plus 0,45, de plus 1,1 ou de plus 1,5 degrés? Allez, 20 secondes. Hop, c'est parti. Alors là, je dirais 0,45 degrés pour 1000 gigatonnes. Yes, c'est ça. Donc, si on émet 1000 gigatonnes de plus, la température augmente de 0,45 degrés. Ça, c'est quand même un petit truc assez intéressant à savoir quand vous vous intéressez au climat. Donc là, on sent bien qu'il y a eu pas mal de pif. Il y en a qui profitent de voir la réponse pour répondre. C'est une technique, hein. Oui, hein, vous savez que la température, elle est liée à la quantité de CO2, et donc on sait exactement à combien on arrivera si on émet 1000 gigatonnes de plus, 2000 gigatonnes de plus, et ainsi de suite. Donc retenez 1000 gigatonnes, 0,5 degrés. Allez, on continue. Toujours une question sur le climat. Selon les recherches menées par le GIEC, pour une probabilité de 67% de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, quel est le budget carbone restant estimé? Donc là, on est un petit peu dans l'inverse, c'est-à-dire que combien il nous reste à émettre pour ne pas dépasser 2 degrés? Il nous reste 500 gigatonnes ou 1500 gigatonnes? Sachant que la réponse précédente peut un petit peu vous aider. On avait vu que si on émettait 1000 gigatonnes, la température augmentait de 0,45 degrés. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Parce que là, je vois qu'il y a encore des gens qui, je sais pas, qui cherchent sur Internet peut-être ou qui demandent à ChatGPT. Et la bonne réponse, moi j'aurais dit que c'est la réponse C, hein, il nous reste 1100 gigatonnes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, quand on calcule, vous savez, quand on calcule la température des portefeuilles, souvent on se base sur ces hypothèses-là. On se dit, si jamais les entreprises que j'ai en portefeuille, est-ce qu'elles sont dans cette tendance? Est-ce qu'elles collectivement, elles peuvent réussir à n'émettre que 1150 gigatonnes avant 2050 pour ne pas dépasser 2 degrés ensuite. Voilà. Et donc, je vous montre les réponses parce que c'est toujours intéressant de voir ce que répondent les autres. Donc vous êtes quand même une majorité à avoir répondu la bonne réponse. Oui, hein, c'est ça, ouais, la bonne réponse c'était bien la C. Bravo. Alors maintenant, je vais changer ça. Je vais à chaque fois vous rajouter. Tiens, il est parti mon petit cœur quand même. Ah, il est là. Hop.
Alors, lequel des éléments suivants n'est pas l'une des 9 limites planétaires qui ont déjà été franchies selon le Stockholm Resilience Center? Vous savez, il y a des limites planétaires, il y en a 9, il y en a certaines qui sont franchies, qui ont dépassé, d'autres pas d'autres. Le changement climatique, est-ce que ça a été dépassé ou pas? L'acidification des océans, est-ce que ça a été pas dépassé? La perte d'intégrité de la biosphère, est-ce que ça a été dépassé ou pas? Donc là, dans celle-ci, il y en a deux qui ont été dépassées, si on comprend la question, et il y en a une qui n'a pas été dépassée. Je ne vous ai pas mis la réponse. Vous pouvez maintenant répondre. Donc, laquelle n'a pas été dépassée? J'ai pas mis le chronomètre, mais je suppose que ça fait 20 secondes. Il y en a encore qui répondent. Allez, hop, on y va. Donc, celle qui n'a pas été dépassée, c'était l'acidification des océans. Donc, c'est la B. Voilà, donc vous avez été majoritairement à répondre celle-là. Bravo. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, récemment, il y a TF1 ou France 2 qui a sorti un petit reportage de 2-3 minutes qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux sur justement les limites planétaires, sur qu'est-ce que c'est en fait. Ils ont repris certaines limites pour les expliquer, c'était pas mal. Voilà, donc sur les 9, ça c'est à savoir, hein, 6 ont été franchis, le changement climatique, la perte d'intégrité de la biosphère, le changement du système terrestre. Alors là, il y a des moments et la traduction land system change, ça n'était pas sûr comment traduire ça. La modification du cycle biogéochimie, l'eau douce et les nouvelles entités. Donc ça c'est pareil, il faut l'apprendre par cœur. Allez, on continue. Parmi les secteurs suivants, lequel est souvent caractérisé par des chaînes d'approvisionnement complexes ou à haut risque, ce qui rend la transparence de la chaîne d'approvisionnement essentielle pour les investisseurs? Est-ce que c'est le pétrole et le gaz? Non, pétrole et gaz, mines, agriculteurs, technologie logicielle. Est-ce que c'est soins de santé et produits pharmaceutiques ou est-ce que c'est technologie et logiciels? 20 secondes. Ok, ça fait 20 secondes. Donc là, pétrole et gaz, hein, c'est ça la réponse. Voilà, donc vous avez été majoritairement, vous avez bien répondu à cette question, sauf les 14 qui se sont trompés, mais qui maintenant le savent. Je vérifie quand même la réponse pour pas de bêtises. Et effectivement. Les secteurs tels que le pétrole et le gaz, les mines et l'agriculture se caractérisent généralement par des chaînes d'approvisionnement complexes ou à haut risque en raison de divers facteurs tels que l'impact environnemental, les défis réglementaires et les considérations géopolitiques. Ces complexités rendent la transparence et la traçabilité importantes pour l'évaluation et la gestion des risques d'investissement. Ok, c'est super. Eh bien, je vous propose d'aller sur à la 13e question. Lequel des énoncés suivants correspond le mieux au théorème de la morosité avancé par l'économiste climatique Martin Weitzman? Je vous laisse lire pour que vous puissiez vous concentrer. Voilà, parfait. Bon, donc là, c'est aussi la joie du CFA-ESG. Il y a certains moments, il y a quand même des espèces de. On présente des théorèmes ou des choses qui ont été développées. Et clairement, c'est pareil, hein, si vous ne les avez pas lues, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, la bonne réponse, c'est l'analyse coût-bénéfice standard ne peut pas traiter suffisamment les aspects négatifs du changement climatique. Et j'ai quand même l'impression qu'il y en a certains qui préparent le CFESG parce que en ayant 25 personnes qui ont bon à celle-là, je trouve ça pas mal. Alors, hop, faisons la question suivante. Je me remets le QR code.
Alors, l'article 6, alors là, pour ceux qui l'ont lu, y a-t-il des personnes qui ont lu l'accord de Paris, concerne lequel des éléments suivants? Est-ce que l'article 6 concerne les émissions de carbone? Est-ce qu'il concerne le changement climatique? Ou est-ce qu'il concerne les marchés du carbone? Allez, 20 secondes pour celle-là. Soit vous ne savez pas, hein. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui savent, hein. J'aurais dû poser la question. Préparez-vous le CFA ESG. Ça aurait été intéressant. Je n'y ai pas pensé. Hop. Eh ben, la bonne réponse, selon moi, c'est le marché du carbone. Oui, c'est ça, hein. Donc, ça, soit vous le savez, soit vous le savez pas. Donc, pour ceux qui savent pas, enfin, j'espère que tout le monde sait ça, mais surtout quand on passe ou qu'on veut passer l'examen CFE-ESG, l'accord de Paris, c'est l'accord qui stipule qu'on va essayer de limiter, on va tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il n'est pas très long à lire. Et on parle également du marché du carbone. Je continue. Laquelle des affirmations suivantes est la moins exacte en ce qui concerne les indices de référence climatique de l'Union européenne? A. L'indice de référence du PAB exclut les entreprises combustibles fossiles. L'indice de référence CTB a des objectifs similaires que celui du PAB, mais il autorise les investissements dans le combustible. Ou alors l'indice de référence CTB a des objectifs différents que le PAB, mais il exclut les investissements dans les combustibles fossiles. Allez, 20 secondes. PAB, CTB, ce sont des indices qui ont été développés par l'Union européenne pour les investisseurs qui voulaient essayer de s'aligner à l'accord de Paris. La bonne réponse, c'est que l'indice de référence CTB a des objectifs différents que le PAB, parce que c'est pour ça qu'il y en a deux, mais tous les deux excluent les combustibles fossiles. Voilà, c'est exactement ça. Et je vous montre vos réponses. Alors là, vous avez échoué, hein, je suis désolé. Vous étiez plutôt sur la réponse B avec les objectifs similaires. Eh bien, non, les deux excluent le fossile. On continue, c'est pas grave, on se remet. D'ailleurs, je sais pas, il faut avoir combien de bonnes réponses déjà pour le CFA? Il faut avoir 70% de bonnes réponses. Donc, bon, faire une petite erreur, c'est pas terminé. Parmi les éléments suivants, lesquels seraient considérés comme des méga-tendances sociales? Alors ça, souvent, elle revient toujours, ces questions. Automatisation et intelligence artificielle, inégalité et création de richesse, modification du travail, des loisirs et de l'éducation, code de gouvernance et d'entreprise. Donc, lesquels seront considérés comme des méga-tendances sociales? Alors là, il y a quand même une majorité de bonnes réponses. Donc ça doit vous rassurer. Je vous montre les réponses. Donc vous êtes plutôt majoritairement à avoir répondu la réponse A et vous avez raison. Les méga tendances, ce sont ça, hein. Intelligence artificielle, inégalité, création de richesse. En fait, c'est code de gouvernance d'entreprise n'est pas une méga tendance. C'est comme ça qu'on peut aussi le voir. Question suivante. Bah, alors là, bravo à ceux qui continuent de répondre après avoir vu la solution. Je vais vous dire 5, 4, 3, 2, 1 maintenant, comme ça vous allez cliquer avant. Alors, lequel des textes suivants a été le premier ensemble des lignes directrices en matière des droits de l'homme? Est-ce que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par les Nations Unies? Est-ce que c'est les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, l'UNGP? Ou est-ce que ce sont les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales? Lequel des textes suivants a été le premier ensemble des lignes directrices en matière de droits de l'homme? Alors, c'est parti. Bravo. C'est bien la première réponse, hein. Ah, j'ai oublié de dire 5, 4, 3, 2, 1.
5.4.1, je l'ai dit. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, je pense que c'est une des premières questions où vous êtes vraiment majoritairement, vous avez vraiment une grande majorité de bonnes réponses. Bon, voilà, mais ça, c'est pareil, hein, c'est des choses un peu. Je ne vais pas dire que ce sont des choses bêtes, mais qui nous servent pas forcément tous les jours, mais qui permettent un peu maintenant quand on fait le CFA, ça permet quand même d'avoir des repères en fait, hein. Qu'est-ce que c'est que les principes directeurs de l'OCDE? Qu'est-ce que c'est que les principes directeurs des Nations Unies? Et ainsi de suite. On continue avec la question 18. Lequel des énoncés suivants définit le mieux la protection des consommateurs? Alors, la protection des consommateurs, qu'est-ce que c'est? La garantie que les clients ont le droit de retourner les articles qu'ils jugent inadaptés et d'être remboursés. L'exigence de loi et d'autres formes de réglementation gouvernementale destinées à protéger les droits des consommateurs, ou s'assurer que les consommateurs ne paient pas trop cher leurs achats et que le prix sont aussi proches que possible du prix d'équilibre de marché. Il vous reste 10 secondes. Ah là, c'est bien là. Là, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Il n'y a que 3 mauvaises réponses. Pour le moment, bim, ça fait 20 secondes. J'arrête et je vous montre la bonne réponse qui est sans grande surprise quand même, qui est la réponse B, l'exigence de loi et d'autres règlements. Voilà. L'autre, vraiment, le fait de retourner les articles et puis d'avoir un prix, on va dire, juste ou équilibré, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, la présence de loi et d'autres. Bah, d'ailleurs, je ne vais même pas présenter la réponse parce que vous avez tous bon. Alors, on continue. Question 19 sur les ODD, les objectifs de développement durable. Quels sont les ODD qui ont trait à la santé et au bien-être? L'ODD 1, l'ODD 2, l'ODD 3. Parce que oui, quand on passe le CFEG, il faut connaître les ODD par cœur avec le numéro. Là encore, je ne sais pas si c'est très utile dans la vie de tous les jours, mais au moins, si vous connaissez les 19, vous pouvez vous dire que vous êtes un expert du développement durable. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'experts du développement durable parmi nous, parce que vous êtes quand même presque 75% ou 80% à avoir la bonne réponse. C'était la réponse C. Voilà, donc la santé et le bien-être, c'est réponse C. Réponse A, la fin de la faim dans le monde. ODD2, je ne sais pas. ODD2, ODD2. Ah ben voilà. Ah non, je me suis trompé. ODD1, l'absence de pauvreté. ODD2, l'absence de la faim dans le monde. Donc voilà. Je ne suis pas expert de l'ESG encore. Allez, on continue. Parmi les informations suivantes, alors là c'est pareil, hein, vous savez, vous ne savez pas, hein. Concernant le premier code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni, lesquels sont corrects? Il a été établi en 1992 ou en 1995 par Lord Cadbury ou par Lord Greenbury? Tchouk, tchouk. Alors là, je vous avoue que je ne suis pas certain de la réponse. Je dirais la réponse, je dirais 92 et Cadbury, mais je suis vraiment pas sûr. Hmm. Voilà, bon, ben, là, c'est pareil, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, mais vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, donc bravo. Voilà, je vais faire la question, est-ce que vous passez le CFA, quoi? Est-ce que je peux faire ça ou pas? Non, je peux pas revenir. J'aimerais bien avoir Ben, vous pouvez me le mettre dans le chat en disant oui ou non si vous passez, si vous vous préparez déjà au CFESG ou si vous avez juste une super culture générale. Alors, on continue. Hop. Lequel des éléments suivants n'est pas l'un des 5 thèmes du Code britannique de gouvernance d'entreprise publié en 2018? Donc, il y a un code de gouvernance britannique, il y a des thèmes. Lequel n'en est pas un? La direction du conseil d'administration et la raison d'être de l'entreprise, la répartition des responsabilités ou la gestion des ressources.
Alors là, là c'est pareil, je ne suis pas sûr de moi. Je dirais que c'est le C, mais je ne suis pas certain. C'est là. Ok, donc les 5 thèmes du Code britannique de gouvernance d'entreprise sont les suivants. La direction du conseil d'administrative et la raison d'être de l'entreprise, la répartition des responsabilités, la composition, la succession et l'évaluation, l'audit, le risque et le contrôle interne, la rémunération et pas la gestion des ressources. Et vous avez raison sur la réponse sur cette question qui était bien réponse C. Bravo. Alors, quelle est la réponse correcte en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise aux États-Unis? Son code a été créé en 2002 à la suite du scandale Enron. On en a parlé tout à l'heure du scandale Enron. Son code a été créé en 2008 à la suite de la crise financière, que tout le monde connaît, je suppose. Et les États-Unis n'ont pas de code de gouvernance d'entreprise. Ceci est une question piège. Alors, à votre avis? Eh bien, vous avez raison. Les États-Unis n'ont pas de... Ah non, ah non, 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 mince, je vous ai répondu là. Je suis dégoûté. Je viens de répondre à la question avant même que vous l'ayez vue. Bon, ben voilà, c'est tout. Les États-Unis n'ont pas de code de gouvernance d'entreprise. Et là, du coup, il y en a quand même deux qui se trompent. Voilà, donc bah, ils savent ce qu'il leur reste à faire, hein. Alors, on continue. Maintenant, je vous mets tout de suite la façon de répondre. Et puis, surtout, hein, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas rappelé, mais notez les bonnes réponses que vous avez. Euh, Parce que sinon, à la fin, vous n'allez pas pouvoir donner votre score. Quel est l'objectif du rapport sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable introduit par la SEIB en Inde en 2021 et à quelles entreprises s'applique-t-il? Voilà, c'est pareil, hein, je vous laisse vous concentrer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et bravo pour ceux qui ont répondu. Réponse B. Voilà, une majorité de réponses B. Donc le BRS, le BRSR vise à aligner les rapports de développement durable sur les rapports financiers. Et donc ça ressemble beaucoup aussi à la CSRD qui est exactement là, qui a aussi cet objectif-là, hein, de mettre un rapport de développement durable dans les comptes annuels. Et puis voilà, là, il s'applique aux 1000 sociétés cotées. La CSRD en Europe, on est plutôt sur 50 000 sociétés. Donc, c'est quand même beaucoup plus petit en ce qui concerne en ce qui concerne l'Inde. Alors, continuons. Alors là, on arrive au chapitre. Tiens, j'avais oublié de vous le dire, mais là, on arrive au chapitre sur l'engagement. Parmi les éléments suivants, lequel est le plus susceptible de constituer la première étape d'un engagement réussi pour les entreprises d'investissement? L'engagement, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que la première étape, c'est de fixer des objectifs clairs? Est-ce que la première étape, c'est de s'assurer de l'adhésion du conseil d'administration? Ou est-ce que la première étape, c'est de disposer d'un moyen de communication efficace avec les parties prenantes? Tchouk-tchak. La première étape de l'engagement. Mhm. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et vous avez collectivement raison. Je vérifie quand même pour pas dire de bêtises, hein. Oui, et voilà, c'est ça, hein, c'est bien la réponse. Avoir des objectifs clairs. Et vous avez été une majorité à avoir la bonne réponse. On n'a pas besoin de s'assurer de la ouais, on n'a pas besoin de s'assurer de l'adhésion du conseil d'administration, en tout cas en termes de première étape. Et pareil pour les parties prenantes. L'engagement, là, l'engagement est un dialogue dont l'objectif est clair. Alors maintenant,
Toujours, on est toujours dans la partie de l'engagement. Je vous donne l'accès pour répondre à vos questions. Parmi les méthodes suivantes, laquelle est la moins susceptible d'être utilisée dans le stewardship? Et l'engagement, il y a l'engagement et le stewardship. Est-ce que la moins susceptible d'être utilisée dans le stewardship, c'est le dialogue, les injonctions des tribunaux ou le suivi, le monitoring? Quand je mets des petits trucs en parenthèse, c'est que la traduction n'était pas, je n'étais pas certain. Oui, bon là, je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Évidemment, stewardship, hein, on est sur un accompagnement qui est, on va dire, plutôt soft. Et donc, les injonctions des tribunaux, c'est clairement pas l'idée. Et vous avez été une majorité à avoir eu la bonne réponse. 30. Euh, donc, le dialogue, le suivi et l'engagement sont plus susceptibles d'être des méthodes de mise en œuvre d'un programme de stewardship. Le dialogue, le suivi et l'engagement. Allez, 26 questions. 26e question. Laquelle des affirmations suivantes est la plus exacte en ce qui concerne la loi américaine de 1974 sur la sécurité des revenus des retraites? Les bénéficiaires doivent agir en tant que fiduciaires des conseils. L'engagement n'est pas autorisé pour atteindre un objectif purement social. Ou en ce qui concerne les obligations fiduciaires, le fonds doit voter lors des assemblées générales des entreprises détenues, mais n'est pas tenu de s'engager auprès des entreprises. Ah, alors là, moi, je suis pas d'accord avec vous parce que vous avez répondu A, vous avez répondu majoritairement C. Alors, est-ce que je me trompe peut-être complètement? Moi, j'aurais dit l'engagement n'est pas autorisé pour atteindre un objectif purement social. Ah, ça me fait plaisir. Voilà, c'est la seule. Donc, les bénéficiaires doivent agir en tant que fiduciaires des conseillers. C'est plutôt les conseillers qui doivent agir en tant que bénéficiaires, en tant que fiduciaires des bénéficiaires. Ensuite, c'est quoi? Il serait correct de dire que les conseillers, ça, c'est... En ce qui concerne les obligations fiduciaires, le vote et l'engagement sont tous les deux attendus. Dans le passé, l'interprétation juridique de la loi on a fait décourager la gestion. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que ils doivent s'engager avec les sociétés, ils doivent voter, mais ils n'ont pas le droit de s'engager juste pour un but social. Ils doivent s'engager aussi pour un but, on va dire, financier. Alors maintenant, on passe au chapitre 7, qui concerne l'analyse, l'évaluation et l'intégration ESG. Lequel des organismes suivants produit des évaluations ESG sur des gestionnaires de fonds en utilisant une approche holistique qui tient compte de la culture et de la philosophie du gestionnaire ainsi que de ses efforts en matière de politique publique? Mercer, Real Impact Tracker ou Sustainalytics? C'est pareil, hein. Alors, il y a des moments, le CFE-ESG met en avant certaines sociétés, hein, comme ces trois-là, comme Sustainalytics, comme le MSCI, etc. Et donc là, la bonne réponse, je pense que c'est Real Impact Tracker. Vérifions ça. Oui, c'est ça. Euh, bon, bah, là, j'ai pas grand-chose à commenter à part que c'est. Oh, alors là, vous n'avez pas été nombreux à savoir ce truc. Euh, Bah, là, c'est pareil, hein, quand ils décrivent, souvent dans le CFESG, on décrit dans tout ce qui est évaluation, les méthodes, les différentes façons de faire, les différentes entreprises. Donc là, pareil, hein, si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas le savoir. Lors de l'évaluation des considérations ESG dans le cadre d'un investissement dans une société de forage pétrolier en mer, lequel des éléments suivants serait considéré comme le plus important? Les facteurs sociaux, en raison des conditions inhospitalières sur une plateforme offshore, les facteurs de gouvernance, ou alors les facteurs environnementaux, en raison du risque de fuite du pétrole. 20 secondes. Oh là! Alors là, attention, mesdames et messieurs, nous avons un sans faute. Ça continue de monter. Enfin, donc ceux qui n'ont pas répondu. Ah non!
Ah non, 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 c'est vraiment dommage. Et donc, effectivement, c'était les critères environnementaux qui sont considérés comme les plus importants. Bon, et là, c'est pareil, moi, je trouve que tout pourrait se discuter, parce que, bon, là, cet exemple-là, pas vraiment, parce qu'il est un peu, effectivement, les fuites, c'est vraiment le gros, gros sujet des plateformes offshore. Mais il y a quand même des moments où ils prennent position sur certains critères qui sont discutables. Donc, il faut se mettre dans le mindset américain CFA. Voilà, là, bon, ces exemples sont mis en évidence par ce qui est arrivé par la plateforme offshore de BP en 2010, connue sous le nom de la catastrophe Deepwater Horizon, qui a lâché 4,9 millions de barils dans la mer. On continue, il nous reste pile 10 minutes, on va être vraiment dans les temps, c'est parfait. Comment les facteurs ESG peuvent-ils influencer l'évaluation d'une entreprise? Alors, est-ce que les considérations Est-ce que c'est sur... Moi, je vous laisse le lire. Parce que... Est-ce que les considérations qualitatives jouent un rôle minimum et donc du coup, on ne prend pas en compte? Est-ce qu'on prend en compte avec le flux de trésorerie, le discount cash flow modèle? Allez, je vous laisse lire. Je serai plus concentré sans que je vous parle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et vous avez raison majoritairement. C'est bien la réponse B. Habituellement, lors de la valorisation des entreprises, quand on prend en compte des facteurs ESG, eh bien, le paramètre qu'on fait varier, c'est le discount cash flow, le taux d'actualisation. Plus on l'augmente, plus la valorisation sera basse. Et donc, c'est ce paramètre-là qu'on fait bouger. Le rapport de référence du GREBS, donc là, on est sur de l'immobilier, comprend tous les éléments, sauf quoi? Des informations agrégées sur un peer group, des données agrégées sur la gouvernance, ou il comprend la validité des données. Allez, je vous laisse 13 secondes. Ok, good. Eh bien, il comprend tout sauf des données de gouvernance, me semble-t-il, hein. Données de gouvernance, cette information ne figure pas dans le rapport de référence complet du GRESB. Vous étiez plutôt parti sur la réponse C, la validité des données. Effectivement, ça peut être, je suis d'accord avec vous, hein, que ça peut être un peu étonnant de s'engager sur la validité des données, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font. Allez, 31. Lequel des points suivants est un problème reconnu dans la sélection ou l'application de l'exclusion? Ok, et donc là, vous avez répondu, il peut en résulter une hausse de la tracking error, et vous avez raison, parce qu'à partir du moment, donc là, à partir du moment où vous excluez certaines sociétés d'un indice, eh bien, la tracking error par rapport à cet indice, c'est-à-dire la différence de performance entre les deux, eh bien, va forcément augmenter, parce que vous n'aurez pas forcément la même performance. Et puis, bon, un alpha positif, je ne pense pas que ce soit un gros problème. Traditionnellement, les investisseurs institutionnels gèrent les facteurs systémiques et macroéconomiques en combinant des stratégies d'allocation d'actifs avec les éléments suivants.
L'évaluation du crédit, la gestion de l'actif et du passif ou la stratégie fiscale. Comment gèrent les investisseurs institutionnels les facteurs systémiques? Et vous avez, donc c'est la gestion de l'actif passif, hein, c'est la gestion de l'ALM. Souvent, ça, c'est les banques et les assureurs qui ont ça, qui font en sorte que leurs actifs et la maturité de leurs actifs et le risque de leurs actifs soient matchés avec leurs passifs. Et donc, la bonne réponse, c'était la B. Boum, voilà. Et vous aviez répondu la B, voilà, majoritairement, 70% peut-être petit peu moins. Euh, Quelle est la raison pour laquelle les gestionnaires de portefeuille peuvent considérer l'intégration de l'ESG au niveau de l'allocation d'actifs comme un exercice redondant? Je vous laisse, hein. Ah mince, j'ai pas mis le truc. Boum. Pourquoi ils considèrent comme ça, comme parce que c'est redondant? Voilà, donc la bonne réponse, même si vous n'avez pas tous fini de réaliser, c'est que ils pensent qu'en fait l'analyse, c'est la A, hein, ils pensent que le risque G se situe au niveau du titre. Donc ça sert à rien de refaire une analyse sur l'ensemble du portefeuille parce que l'analyse ESG a déjà été faite sur chacun des titres. C'est un petit peu comme si on pouvait penser que si je regarde le risque de chacune de mes lignes, eh bien j'ai pas besoin de regarder le risque de l'ensemble de mon portefeuille, ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Allez, on fait les deux dernières. Parmi les points suivants, quel est le principal défi à relever lors de l'élaboration d'une politique ESG? Trop de méthodologies et de bonnes pratiques pour appliquer l'intégration ESG, le manque de données ou une expertise suffisante pour rédiger la politique. Le défi majeur, selon le CFA, hein, parce qu'après, ça doit quand même dépendre de pas mal d'entreprises qui la mettent en place. Et bon, et là j'y vais. 3, 2, 1, 0. C'est le manque de données, je pense. Oui, c'est ça, le manque de données. Bon, après, tout ça, ça se discute, hein, parce que aujourd'hui, la donnée, elle va être de plus en plus présente. Je sais pas, je suis d'accord qu'il y a 2 ans, c'était vraiment le sujet de manque de données, et vous avez raison. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas, dans les années qui viennent, ça sera peut-être plus forcément le cas. Dernière question. Le moyen habituel par lequel les clients cherchent à comprendre, à tester les capacités et l'approche d'un gestionnaire de fonds est le suivant. Le Statement of Investment Principle, un appel d'offres ou un examen des indicateurs clés de performance. Comment font les clients pour évaluer la capacité ou la compétence d'un gestionnaire? La réponse est un appel d'offres. Les investisseurs envoient des appels d'offres, je pense, hein. Ouais. Les investisseurs envoient des appels d'offres et donc là-dessus, vous avez appel d'offres. Oui, vous avez majoritairement raison. Donc maintenant, passons à la dernière question. Combien avez-vous eu de bonnes réponses pour ceux qui ont qui ont tout répondu? Euh, donc là, vous voyez, si vous êtes pas, si vous savez pas exactement combien vous en avez, mettez à peu près un curseur à peu près où vous pensez que vous êtes. Sachant que, encore une fois, il faut 70% de bonnes réponses. Eh bien, je vais vous montrer du coup les résultats dans quelques secondes. Vous le mettez, hein, là, il faut le mettre sur le téléphone, hein, pour ceux qui me le mettent sur le chat. Je le veux sur le téléphone et maintenant, je vais vous montrer la réponse. Regardez. Euh, bon, bah, on en a trois qui sont un petit peu, un peu plus loin. On a quand même une bonne partie qui ne doit pas être loin d'avoir le CFA parce qu'on doit être autour des 70%.
Voilà. Bah donc super. Bon, alors maintenant, je vais vous laisser ça 30 secondes. Euh, il se trouve que Top Finance forme au CFA ESG. Et donc, j'aimerais bien que vous fassiez deux choses avant de partir. J'aimerais bien vraiment que vous me scanniez ce QR code-là et que juste vous mettiez un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié le format, si vous aimeriez bien qu'on en refasse dans un mois ou dans 2 mois. Si c'est sympa, vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions, hein, parce que c'est un petit questionnaire classique qu'on envoie à nos clients quand on fait des formations chez eux. Donc j'ai récupéré le questionnaire, mais moi tout ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si c'était intéressant, si vous avez trouvé ça bien, et puis si vous avez des remarques particulières. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que Top Finance, que nous venons de racheter, forme à l'EFG et vous offre, entre guillemets, une plateforme pour vous permettre de vous entraîner. Donc, je vais laisser Mehdi, tu peux venir, Mehdi, Ouais, bien sûr. qui est le responsable, Bonjour à euh, tous. voilà, qui est responsable commercial de Top Finance, vous parler pendant 2 minutes de ce qu'on propose. Et sachez que un truc que les autres ne font probablement pas, on rembourse les formations si vous n'avez pas votre examen et que vous avez, par contre, que vous êtes quand même entraîné. Donc, on vérifie que vous êtes entraîné. Et si vous ne l'avez pas, la formation est remboursée. Je laisse Mehdi. Moi, je vous dis au revoir. Je laisse Mehdi terminer. Il vous en parle pendant 2 minutes, 3 minutes. Ouais, rapidement. À très bientôt et ben, merci d'avoir été présent et c'est tout. Passez un bon après-midi. Ciao. Salut Jean-Benoît. Bah, les réponses ont l'air plutôt bonnes déjà, j'ai l'impression. Bon, on vous partagera, hein, si vous voulez, le lien. C'est plutôt brièvement pour parler un peu de la formation, comment elle s'articule, comment nous, on accompagne justement les candidats qui, comme vous, ont essayé de se tester au CFA ESG. On est sur un accompagnement qui va allouer à la fois une formation plutôt pragmatique avec des intervenants experts comme Jean-Benoît, comme d'autres, qui sont eux-mêmes certifiés ESG et pour certains également certifiés CFA et qui vont justement être des personnes qui sont en activité dans le milieu de la finance durable et qui en parallèle vont délivrer ce type de formation qui vont s'articuler très généralement sur 2 jours. Donc là, vous avez quelques dates sur la droite sur nos prochains programmes. On vient d'en finir un le week-end dernier qui était le 15 et 16 novembre. Le prochain sera le 17 et du 18 janvier. Donc il reste quelques places encore de disponibles. Vous avez vraiment tout le détail du programme de formation qu'on vous a mis en place avec les objectifs, qu'est-ce qui est visé. C'est vrai que là, dans les questions, il y avait beaucoup de questions assez théoriques. Il faut partir du principe où sur le CFEG, il y a quand même beaucoup de questions également plutôt analyse financière, plutôt analytique, mathématique, on va dire. Donc, faites attention à comprendre effectivement les questions plutôt théoriques et les questions également analytiques. Donc, on vous met en place ces 2 jours de formation avec les intervenants experts et vous allez pouvoir également en parallèle vous entraîner tranquillement à la maison sur ce type de format via des questions de cours, via des examens blancs, via des vidéos à la demande qui sont en complément pour pouvoir le soir résumer un chapitre, avoir l'intervenant qui nous l'explique en vidéo résumé, etc. Vous avez des petites vidéos qui vous expliquent comment fonctionne la plateforme. Elle est très complète, hein, c'est plus de 50 heures de préparation sur la plateforme en plus des 2 jours de formation que vous avez directement avec les intervenants experts. Et comme Jean-Benoît vous l'a dit, on rembourse les candidats qui échouent à l'examen sous certaines conditions. Donc, il faudra effectivement assister aux 2 jours de formation, pouvoir répondre à un nombre de questions bien précis, avoir regardé les vidéos sur la plateforme et avoir au moins un des 2 mock exams, un résultat de 70% de bonnes réponses. OK? Et ben voilà, là vous avez aussi des petits points, des petites informations sur l'examen en lui-même. On n'en a pas parlé, mais on est sur un QCM, comme vous l'avez eu sur le même format que vous avez eu aujourd'hui. Petite particularité, on vous l'a précisé tout à l'heure, c'est effectivement en anglais et non pas en français. On est sur 100 questions avec une durée de 2h20. Donc c'est à peu près, on va dire, 1 minute 20, 1 minute 30 de réponse, de temps de réponse par question. Vous avez tous les sujets, bah, c'est un petit peu ce qu'on a listé tout à l'heure. On a essayé de vous mettre des questions un petit peu de chaque sujet. Et on vous explique également comment vous inscrire à l'examen. C'est une plateforme qui est différente. Le CFESG appartient au CFA Institute et c'est donc auprès du CFA Institute que vous allez pouvoir vous inscrire à l'examen et sélectionner une date d'examen directement dessus. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça a été un bon exercice pour vous et que le taux de réponse a été quand même assez représentatif de votre niveau. Et puis, on vous attend avec plaisir dans nos programmes de formation. Bonne journée à vous.